Si je vous dis figure du robot froid, implacable, impitoyable et quasi indestructible du cinéma, vous pensez, et vous auriez bien raison, immédiatement à la stature imposante d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator, premier du nom. Et si le premier vrai Terminator, ce n'était pas celui auquel on pense? Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à Westworld, le film de 1973, réalisé par Michael Crichton et intitulé Monde Ouest en France et Le Monde de l'Ouest au Québec. Le film dont est tirée la série culte de HBO, mais aussi qui a influencé un nombre incroyable de films et de séries dans les décennies qui ont suivi. Et on verra tout ça juste après l'intro. HBO est une chaîne de télévision américaine habituée à proposer des œuvres à la fois diverses et de qualité à son public. Son slogan a même été pendant longtemps « It's not TV, it's HBO », qu'on peut traduire par « ce n'est pas de la télé, c'est HBO ». Et avec cette série de science-fiction hyper ambitieuse, créée par Jonathan Nolan et sa compagne, la chaîne continue sur cette voie de qualité avant la quantité. Et ce, pour le plus grand plaisir de ses téléspectateurs. Westworld, la série, produite par J.J. Abrams et Brian Burke, a été diffusée pour la première fois le 2 octobre 2016 et nous raconte les événements ayant lieu dans le parc à thème futuriste dénommé Westworld, en hommage à l'univers du Far West américain qu'il reproduit avec minutie, pour ses visiteurs, de riches clients avides de sensations fortes et d'immersion sans danger. Certaines règles régissent le monde de Westworld, et les hôtes, des androïdes extrêmement perfectionnés habitant l'univers et faisant illusion, ne peuvent, rappelant ainsi l'une des règles de la robotique énoncée par Isaac Asimov dans son cycle des robots, pas s'en prendre réellement aux visiteurs humains en leur causant des dégâts physiques. Donc nous sommes initialement bien dans cet esprit de plaisir sans conséquence, et presque capricieux de l'homme ainsi replongé dans un univers dont il ne perçoit que les meilleurs aspects, sans aucun risque pour son intégrité. Mais lorsqu'une mise à jour des intelligences artificielles fait évoluer les consciences des hôtes, les règles vont commencer à changer, et les réflexions philosophiques et métaphysiques autour de l'humanité, de l'éthique, de la morale ou encore de la place des créateurs et de ses conceptions vont commencer à fleurir, le tout au milieu de situations bien concrètes entre rapports de domination, soif d'émancipation et motifs personnels de survie. À titre personnel, justement, je vous conseille la série pour ses qualités nombreuses, d'écriture, de réalisation, d'esthétique, ou encore d'interprétation par ses acteurs très talentueux et charismatiques. Mais comme promis dans cette vidéo, je vais revenir principalement sur l'œuvre cinématographique qui a inspiré Westworld, à savoir Monde Ouest. MGM presents Westworld. D'une durée de 88 minutes et produit par la Metro-Goldwyn-Mayer, le long métrage nous embarque dans un parc à thème futuriste proposant trois univers bien distincts. L'univers du Far West américain, avec ses cow-boys, ses saloons et ses filles de joie, dont est tiré le nom du film. L'univers du Moyen-Âge, inspiré de ses châteaux forts, de ses banquets et de ses amours courtois. Et enfin, l'univers antique, développant plus précisément l'imagerie de l'Empire romain. Juste avant de poursuivre cette vidéo, si vous avez apprécié le début, je vais juste vous inviter à liker, à commenter et à partager. C'est important parce que ça permet de mieux référencer la chaîne et aussi de favoriser ce type de contenu sur YouTube, hein, si vous appréciez. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Là aussi, je vous en remercie d'avance et on poursuit tout de suite cette vidéo. En préambule, je préfère préciser que je vais entièrement divulgacher le film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, et que vous souhaitez bénéficier de toutes les surprises, je vous invite à d'abord visionner le métrage, puis à revenir sur cette vidéo afin de profiter de l'analyse. Même si, selon moi, connaître les événements de l'intrigue ne vous gâchera pas l'expérience du film. Mais bon, par respect, je préfère vous prévenir. So we have a vacation for you, for you, for you, for you. Plus de 10 ans avant le Terminator de James Cameron, ce film de science-fiction dystopique nous propose la figure d'un androïde tout à fait comparable au T-800 en la personne du regretté Yul Brynner, qui nous campe ici avec son charisme magnétique impeccable, une créature synthétique inarrêtable, mutique, froide et extrêmement résistante, poursuivant sa proie humaine de manière incessante jusqu'à son éradication.
Ses motivations, si elles semblent en partie s'expliquer par les humiliations et les brimades qu'il a vécues, ou encore par les nombreuses morts violentes qu'on lui a infligées avant de le réinitialiser à chaque fois, demeurent au final assez nébuleuses, dans la mesure où le bug qui frappe les hôtes n'est pas véritablement expliqué. Simplement, on peut supposer qu'une partie de la conscience qui commence à s'éveiller chez les robots humanoïdes, dont il fait partie, tente à se rebeller contre son oppresseur humain en général, et plus spécifiquement contre les personnes identifiées comme des ennemis, car techniquement responsables de sa propre élimination passée, élimination perpétrée à plusieurs reprises d'ailleurs. Je précise que si le bug dans les robots n'est pas vraiment expliqué, quelques signes d'un dérèglement existent. Mais les techniciens, rapidement dépassés par les événements, ne comprennent pas les risques d'une part, et surtout sont soumis aux impératifs commerciaux de la hiérarchie d'autre part, les incitant ainsi à ne pas fermer le parc. La cupidité des hommes les mènera à leur perte, puisque, un peu à l'instar du film Les Dents de la Mer, si les autorités en charge avaient pris en considération le bien-être de leurs concitoyens, uniquement perçus ici comme de vulgaires clients au pouvoir d'achat intéressant, plutôt qu'à des êtres humains dont la vie aurait bien plus de valeur que leur portefeuille, eh bien, elles auraient pris les précautions que la raison impose. Fermeture du parc, diagnostic complet, intervention de forces de sécurité ou autres, mais surtout rapatriement des clients exposés en première ligne, et annonce officielle aux autorités gouvernementales. La stupidité des hommes sera bien évidemment punie ici. Les clients en paieront le prix fort, dans une tuerie de masse ininterrompue et brutale. Mais même le personnel en subira les conséquences. Pourtant à l'abri pour certains de ses membres, mais impuissants face à une création qu'ils ne maîtrisent plus, et devant des massacres auxquels ils assistent là aussi impuissants. Et si, métaphoriquement, à travers ce bug affectant des intelligences artificielles, de machines à plaisir factice, c'était bien la volonté des hommes de se prendre pour de véritables dieux créateurs, qui étaient ici sévèrement punis. Rappelant dans les grandes lignes la notion grecque d'hubris, à savoir la démesure générée, le plus souvent par l'orgueil, et violemment punie par les dieux, que ce soit directement, ou dans ce cas de figure, indirectement par les hôtes, devenus par la même occasion de véritables messagers porteur de mort. Mais avant ce funeste destin, revenons un petit peu sur les aventures de nos protagonistes. On suit les aventures d'un duo d'amis sur le même modèle que ce que nous dévoile la série, notamment dans sa première saison. On a le vétéran qui connaît le parc, ses rouages, ses bonnes histoires et les bonnes aventures à vivre. Et un néophyte un peu perdu qui n'ose pas forcément naturellement ou intuitivement se lancer à l'assaut de toutes les expériences limites offertes par le parc. Par exemple, il faudra insister pour qu'il couche avec une prostituée robotique, ou encore, c'est pratiquement contraint et forcé que le contexte l'amène à tuer pour la première fois un individu robotique. Le terrible Yul Brynner, encore lui. À noter que si on voit le film pour la première fois, et qu'on ne connaît pas trop la série, on se reconnaîtra volontiers dans ce personnage, et que si l'on a déjà vu les différentes saisons de la série HBO, ou qu'on revoit le film pour le plaisir, on se sentira peut-être davantage en accord avec la vision qu'il a du parc, du client habitué. Le duo fonctionne bien, et le destin des deux comparses est somme toute bien différent. En effet, tout à l'heure, je vous parlais d'hubris. Eh bien, le vétéran en fait largement preuve lui aussi. Il est arrogant, suffisant, violent, croit tout savoir, et éprouve une certaine jouissance malsaine dans l'humiliation qu'il inflige aux souffre-douleurs robotisés. Il développe une certaine forme d'hubris aristotélicienne, où, chez le philosophe grec, la notion d'hubris est traduite par l'outrage. Voici un court extrait d'Aristote justement pour étayer un petit peu mes propos. Celui qui outrage méprise. En effet, l'outrage, c'est le fait de maltraiter et d'affliger à propos de circonstances qui causent de la honte à celui qui en est l'objet. Et cela dans le but non pas de se procurer autre chose que ce résultat, mais d'y trouver une jouissance. Ceux qui usent de représailles ne font pas acte d'outrage, mais acte de vengeance. Et ici, si cet outrage est effectué par ce riche client humain à l'attitude vénéneuse, l'outrage est subi, lui, par l'androïde, alors en position légitime pour se venger. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas, et ça fait mal. When nothing can possibly go wrong. I'm shot. Si le film a bien inspiré dans de nombreux aspects la série, il comporte néanmoins de nombreuses différences, dues notamment, bien évidemment, à sa durée, puisque la série, à l'aide de 3 saisons, est bien sûr beaucoup plus développée.
Ainsi, par exemple, les robots du film ne bénéficient pas de psychologie extrêmement élaborée ou de cheminements mentaux sophistiqués, et constituent plutôt de simples machines à tuer ayant pété un plomb, plutôt que de terribles intelligences artificielles stratèges, à la force surhumaine et omnipotente. On découle donc moins d'attachement aux robots, car ils sont moins développés et suscitent moins d'empathie que les humains, nettement plus développés, ou que leurs homologues de la série de 2016. D'ailleurs, le métrage est également bien moins nuancé que la série, et beaucoup plus manichéen, puisqu'on a finalement, dans la première partie du film, les méchants humains et les pauvres robots exploités, et dans la seconde partie, les méchants robots attaquant les pauvres humains. Et même si ce renversement quasi dialectique est intéressant, le traitement demeure assez sommaire et plutôt basique. En plus, on a même affaire à un film de gros machos. Parce que oui, tout se règle entre hommes. Que ce soit la traque, le duel à l'épée dans la salle de réception, ou encore le duel final. Et les femmes ne sont que des faire-valoir, produits éjaculatoires jetables, princesses à satisfaire, jeunes donzelles à séduire, ou encore nunuches incapables de se défendre. On pousse même le vice à aller jusqu'à délivrer une pauvre demoiselle en détresse par le preux cowboy sans peur et sans reproche. Bref, leur traitement diffère totalement de celui qu'on retrouve dans la série du même nom. Salut Dolores, que beaucoup qualifient d'ailleurs, à tort ou à raison, de féministe. En tout cas, l'objectivation de la femme dans le film est évident, et n'espérez pas la moindre émancipation de celle-ci. Dans le contexte de réalisation du film, on est pourtant en 1973, en pleine nouvelle lutte des classes féministes. Mais bon, ici, ça se voit pas trop, hein. Mais ça n'empêche pas d'apprécier le film juste pour ce qu'il est. Une bonne petite dystopie de science-fiction avec de la tension et de la baston. Les musiques participent à entretenir cette fameuse tension. Elles sont lancinantes et bien oppressantes par moments. On a droit à un mélange étrange et fascinant de western et de science-fiction, et le cocktail fonctionne plutôt bien. La photographie est également assez soignée, en particulier les mondes du Far West et de l'Antiquité romaine. Dans le premier, on aura droit à du désert. Beaucoup de désert, montrant le dépaysement et l'isolation consentie des protagonistes. On alternera avec des paysages de l'imagerie classique des villes habituelles, traversées dans de nombreux western spaghetti, par l'intermédiaire des saloons, de la prison, de la chambre, ou encore de la rue principale, très fréquentée. En ce qui concerne le second environnement, répliquant l'Antiquité romaine, il est assez peu montré dans le film, et évoque surtout l'aspect décadent de la société romaine débridée, adepte du stupre et de la luxure. Pour finir sur l'aspect visuel des environnements, je vais revenir également rapidement sur le monde médiéval. Bien qu'un peu terne et un peu vide, l'intérieur du château fort évoque la grandeur et la robustesse attendue dans ce type de lieu. On aperçoit quelques teintures et dorures assez typiques, mais l'effort de représentation se porte surtout sur les tenues d'époque ainsi que sur les équipements et armes de combat rapprochées. Ce n'est, pour ne pas vous le cacher, le décor que j'apprécie le moins dans le film. Et on ne le voit pas tant que ça, donc ça passe. Au rayon des petits bémols, j'ajouterai que si la SF est bien présente, pratiquement tout va dans le sens d'une vision un peu kitsch du futur de l'époque des 70s. Parmi les œuvres contemporaines, on distinguera par exemple Star Wars, ou Star Crash, en passant par sa suite Les Rescapés du futur, alias Future World en version originale, ou encore l'improbable Woody et les robots. Si on allait tous prendre un bon bain! Ici, cette représentation kitsch se manifeste par le biais de machines sophistiquées, comme les robots tout d'abord, puis par la présence de tous les appareils du poste de commande à travers l'étalage affiché d'ordinateurs sommaires, de la profusion de lumière et de boutons en tout genre, qui apporte donc ce cachet de science-fiction futuriste, mais qui, en réalité, n'apporte qu'un aspect d'illusion de science-fiction futuriste. Et même si tous ces longs couloirs typiques des installations du parc, jusqu'aux simples véhicules de service pour nettoyer les lieux à la nuit tombée, apportent une légère plus-value réellement science-fictive à moindre effet, la vision améliorée du gunslinger... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le sobriquet plutôt sympa utilisé pour le robot incarné par ce bon vieux Yul Brynner, et qu'on pourrait traduire par flingueur ou as de la gâchette. Je disais donc, la vision améliorée du gunslinger aura fini de nous achever en termes de représentation kitsch. En effet, cette fameuse vision améliorée nous paraît aujourd'hui naturellement archaïque, tout en mosaïque et en infrarouge, afin de faire illusion à l'époque, alors qu'aujourd'hui on aurait justement insisté sur le fait que la vision soit une parfaite copie du rendu visuel humain, ou encore mieux, une vision purement augmentée à l'instar de la VR ou de la réalité augmentée justement.
Parce que, en quelque sorte, une meilleure vision que la vision humaine, c'est une vision crédible de notre propre représentation contemporaine d'une technologie futuriste. Mais là n'est bien sûr pas l'essentiel. Le film préfigure surtout les peurs entourant les mystères de la singularité technologique. C'est-à-dire ce point d'inflexion où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Les robots se retourneront-ils alors contre leurs créateurs ? Bien sûr, de nombreux scénarios sont envisagés dans la réalité, tels qu'une symbiose ou une fidélité sans faille de l'intelligence artificielle par exemple. Mais dans le film, le futur envisagé ne laisse guère place au doute. Le combat qui oppose le héros humain au robot est clair, et c'est un combat à mort, sans possibilité de négociation. L'homme apprend dans la douleur et au péril de sa propre vie que l'intelligence artificielle ne peut être domptée parfaitement, mais que, surtout, elle ne peut cohabiter sur le long terme avec l'humanité. Est-ce une nouvelle espèce en mesure de rivaliser avec l'homme, ou même de le supplanter ? La question demeure. La question demeure, puisque le héros humain remporte le combat, sans qu'on sache ce qu'il advient, dans ce premier volet, des robots meurtriers défectueux. Cette figure du gunslinger mystérieux, si elle est somme toute assez classique dans la représentation du cow-boy dangereux dans les westerns traditionnels, est inédite par la fusion opérée avec la robotisation. Et c'est le résultat de cette fusion qui a probablement influencé la figure du robot humanoïde dans les films qui suivirent. En effet, avant Monde Ouest, le robot, c'est le robot humanoïde Gort, indestructible mais pas malfaisant. C'est Robbie, le robot, fidèle aux lois de la robotique, instaurées par Isaac Asimov, encore lui. Et donc, encore une fois, bienfaisant. Et c'est encore le ridicule, mais pour une fois dangereux, Roman, le Robot Monster. Mais, avec le Gunslinger, c'est bien la première fois qu'au cinéma, on a une figure robotique humanoïde aussi implacable, réaliste et crédible. C'est un simili-humain presque parfait, tel le répliquant de Blade Runner, mais c'est aussi une machine surpuissante qui semble increvable, comme le T-800 ou le T-1000 de Terminator, et c'est enfin une intelligence artificielle tendant à devenir supérieure à celle de l'être humain, comme l'ont montré AI, intelligence artificielle, Ex Machina ou Prometheus. Et le cinéma de science-fiction s'emparera avec plus ou moins de réussite de cette nature triple pour la répliquer, la malaxer, la modifier et la transformer depuis à loisir. Et ce monde ouest aura apporté sa pierre à l'édifice à travers ses nombreuses idées novatrices et en particulier grâce à cet antagoniste impitoyable, le premier vrai Terminator de l'histoire. Et voilà, les expressistes, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un peu galère à faire, donc j'espère vraiment que vous allez encourager le contenu en likant, en commentant et en partageant. Si vous souhaitez davantage de vidéos de ce type-là, bien effectivement, c'est le seul moyen. Je vous remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne avec des contenus de ce type-là, je vous invite à aller voir ma vidéo appelée Joker Game Changer, une vidéo où j'expliquais pourquoi c'était peut-être positif d'envisager que Joker influence les prochains films de super-héros, rien que ça. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.